Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Le 18 juin 1940, les Français découvrent la voix de Charles de Gaulle. Par ces mots, le général fait son entrée dans la grande histoire. Mais qui se souvient que son itinéraire d'officier l'a conduit 11 ans plus tôt au Liban ? De Gaulle au Liban, l'expression semble étrange. Et pourtant, c'est bien dans le pays du Cèdre que le général, alors commandant, va séjourner, et ce pendant 2 ans. À mon sens, le Liban a gardé 2 sortes de souvenirs du général de Gaulle. L'homme politique au Liban, et le grand Français, celui qui a sauvé la France. C'est lui qui a porté le flambeau de l'amitié libano-française. Pendant la guerre du Liban, j'ai beaucoup entendu cette phrase « Si de Gaulle était là, la guerre n'aurait pas eu lieu ». Ah, si de Gaulle était encore là. Tout comme le peuple français, le peuple libanais garde dans son inconscient collectif l'image d'un homme d'État rare. Portrait, autographe, autant d'objets du temps passé jalousement conservés. Mais que dire de l'admiration de certains Libanais qui allèrent jusqu'à donner comme prénom à leur enfant le nom du général. De Gaulle فؤاد الغالي من وادي شحرور العليا سماني الوالد دي جول لأنه كان يحب فرنسا وصورة الجنرال دي جول بجيبته. Bien loin de Londres, de Paris ou de Colombey, le Liban garde à sa manière des traces de son passage. Mais le séjour de Charles de Gaulle au Liban est largement méconnu. N'ayant aucune expérience préalable de la région, il s'envole en 1929 vers un Orient qu'il qualifiera de compliqué. À l'époque du mandat français sur le Liban, le général de Gaulle, ainsi d'ailleurs que son allié Georges Catroux, séjournent au Liban entre 1929 et 1931. De Gaulle est arrivé en tant que commandant à Beyrouth. Il vivait dans un immeuble qui existe toujours à Karakol Druze, donc avec sa famille, puisqu'Yvonne et les 3 enfants l'ont accompagné. Le 18 juin 1974 fut mise une plaque commémorative sur le fameux immeuble. Cette plaque, ma tante l'a enlevée au début de la guerre. Elle n'a été remise à sa place qu'après la fin de la guerre. La fille du général de Gaulle est venue au Liban visiter l'appartement historique et fut très émue de revoir les lieux où elle a grandi avec son frère Philippe et sa sœur Anne. Le garçon était chez les Jésuites, Elisabeth était chez les Dames de Nazareth. Avec les enfants scolarisés, le général de Gaulle prend ses repères et, bien qu'étant restreint par sa mission purement bureaucratique, il s'exerce déjà à l'art du discours. Ça l'aide énormément à forger son raisonnement sur le Liban. C'est le seul lieu du monde où islam et chrétienté ont réussi une convivialité que ces institutions politiques favorisent. C'est un précédent exemplaire précieux. Et puis il y a la fameuse conférence qu'il a donnée à l'université Saint-Joseph. Il avait fait un discours remarquable qui est aujourd'hui encore d'une très grande actualité. Sur ce sol merveilleux et pétri d'histoire, il vous appartient de construire un État. Il vous faudra créer et nourrir un esprit public, c'est-à-dire la subordination volontaire de chacun à l'intérêt général, car loin d'État sans sacrifice. Conscient du chemin que le pays du Cèdre devait encore parcourir et des défis qui restaient à relever, le général de Gaulle a marqué de son discours toute une génération, parmi lesquels Alfred H., qui 10 ans plus tard, en 1941, accueillera le général désormais chef de la France libre, venu passer en revue les troupes ayant répondu à son célèbre appel. Mais également le premier président du Liban indépendant, Bachar al-Khouri. Mon père a vécu une période extrêmement difficile au moment où la France a perdu la guerre devant l'Allemagne. Alors là, ça a été pour lui un choc terrible. Alors quand il y a eu l'appel du 18 juin, qu'il avait entendu à la radio et qu'il avait ému jusqu'aux larmes, il s'est dit, voilà un homme enfin qui va tirer la France d'affaire. Au moment où Vichy se trouvait au Liban, Churchill et De Gaulle ont décidé, surtout De Gaulle en fait, qu'il fallait absolument ne pas laisser le Liban tomber entre les mains des nazis. À son arrivée, le général de Gaulle est reçu par le général Catroux, le président de la République libanaise, M. Nakash, le général Spears et les principaux fonctionnaires de la délégation. À la suite de quoi, les forces françaises libres, les FFL, se sont dirigées vers le Liban Nord. Il y avait dans notre village de Hasroun un hôpital
pour les officiers de l'armée française du Liban et de Syrie. Ultérieurement, en août 1941, mon grand-père fit un grand déjeuner en honneur du général de Gaulle dans notre demeure familiale de Hassoun. Le Liban et la Méditerranée sont sauvés des nazis par l'intervention française. C'est dans ce contexte que va s'ouvrir un des épisodes les plus célèbres de cette époque, qui est celui de l'indépendance du Liban. Donc lorsque les forces françaises libres et les Britanniques sont entrés au Liban, l'aviation alliée a largué des tracts disant que nous vous promettons l'indépendance. Ça a été peut-être pour le général de Gaulle une surprise. Il pensait peut-être que les choses se passaient de manière plus souple. En même temps, il sait que le temps du mandat est révolu. Donc, il essaye de proposer une indépendance sous traité. Les politiciens libanais, pour nombre d'entre eux, avaient compris qu'il y avait une opportunité historique à saisir. À partir de là, donc, la promesse était faite. C'était une promesse que beaucoup de Libanais ont pris au mot. Le général de Gaulle essaye de négocier, ça ne marche pas. Les autorités françaises locales ont emprisonné les hommes de l'indépendance. Tout de suite, la population libanaise s'est émue de cela. Elle est descendue dans la rue. Mais c'est vrai que donc, le général de Gaulle a tenu promesse. Ces hommes politiques ont été libérés donc, sur décision du général de Gaulle. Et c'est ainsi que donc, le 22 novembre 1943 est devenue la date officielle de l'indépendance du Liban. La fin de la Seconde Guerre mondiale et les défis de l'après-guerre en France et de la post-indépendance au Liban, aussi grands soient-ils, ne vont affecter en rien la force de l'amitié franco-libanaise. Tout au long de ses mandats, le général de Gaulle ne cesse pas d'apporter son soutien à une nation qu'il définit lui-même comme indépendante, prospère, cultivée. Ainsi, en 1969, après l'attaque israélienne contre l'aéroport de Beyrouth, il n'hésite pas à proclamer un embargo immédiat sur les armes françaises à destination d'Israël. Quand le général de Gaulle a pris cette position, il était déjà très favorable au Liban et en même temps, il avait pris une figure d'ami des Arabes. À partir de cet épisode-là, je pense que ça a marqué un tournant. La politique arabe de Gaulle révèle en lui un véritable chef d'État qui sait manier les décisions géopolitiques en fin stratège. Aujourd'hui, 45 ans après sa mort, perdure l'image d'un homme visionnaire, attaché à l'indépendance d'un pays pluriel, qui incarnait à ses yeux un modèle d'espoir pour la région tout entière. Tout le monde sait l'affection que le général de Gaulle portait au Liban et l'affection qu'on porte à la France d'abord et au général de Gaulle spécialement. Les relations franco-libanaises ont perduré. Une amitié qui n'existe nulle part au monde. Ça dénote aussi la confiance qu'avaient les Libanais vis-à-vis du général de Gaulle, en qui ils voyaient une sorte d'ami sincère et fidèle. Il a prononcé un discours mémorable. Les Libanais, libres et fiers, ont été le seul peuple dans l'histoire du monde dont le cœur n'a jamais cessé de battre au rythme du cœur de la France.